Merci d'être venus aussi nombreux à cette conférence stratégie d'investissement pour 2015. Quelle stratégie pour diversifier son portefeuille, pour le faire prospérer et éventuellement, voire surtout, pour le protéger. Pour aborder cette conférence, eh bien, nous sommes trois, comme vous pouvez le voir. Nous avons tout d'abord Sébastien David, qui est responsable des produits listés de la Société Générale, produits financiers listés pour la France et pour la Belgique, et Julien Nebenzal, qui est l'associé fondateur de la société Day by Day, qui est une société de recherche, d'analyse technique. C'est quelqu'un qui travaille essentiellement sur les graphiques pour comprendre les marchés et pour recommander des valeurs, comme vous allez pouvoir le voir. Moi-même, je suis Roland Laskin, je suis le rédacteur en chef de la lettre des placements. Peut-être certains de vous connaissent la lettre ou sont abonnés. C'est une lettre hebdomadaire à laquelle d'ailleurs je vous recommande chaudement de vous abonner, dans laquelle nous parlons toutes les semaines des marchés. Nous sommes très attentifs à l'investissement direct sur les actions et nos lecteurs savent qu'on en reparlera, mais avec un petit peu de temps et un petit peu d'attention, on arrive à avoir de très bons résultats sur sa gestion de portefeuille, surtout dans les temps qui courent actuels, avec les difficultés qu'on a à trouver du rendement en bourse. Alors généralement, ce type de conférence sur la stratégie d'investissement en bourse, on a toujours... on trouve des idées, ça se passe assez bien, on a un marché qui monte et qui descend, on essaie d'attraper les creux de marché pour investir, mais là, l'exercice est vraiment difficile. Pourquoi? Non pas parce que les marchés sont volatiles ou très difficiles, en fait ils sont très hauts. Enfin, ils sont très hauts. En tout cas, ils n'arrêtent pas de monter. On a eu un premier trimestre de hausse exceptionnelle, extraordinaire, la plus forte hausse trimestrielle depuis 1998, 22% sur le CAC 40, et paradoxalement, ce type de situation, ce type de progression assez rapide sur le marché, eh bien c'est pas facile à gérer. On entend aujourd'hui souvent parler de bulles, d'autres ont été recherchés l'expression d'exubérance irrationnelle d'un ancien gouverneur de la Banque centrale américaine, Greenspan. Donc ceux qui sont investis, bien, ils se demandent finalement s'il ne faut pas sortir et prendre ces bénéfices. Et ceux qui n'y sont pas, eh bien, ils sont également embêtés parce qu'en fait le marché n'arrête pas de monter et ils ont du mal à prendre le chemin en marche. Alors avant de parler de stratégie boursière, de parler des valeurs, des secteurs, de notre analyse du marché, et pour bien comprendre justement si on est dans l'excès, si on est dans l'euphorie ou si on est dans un marché mondial porteur, c'est peut-être intéressant de se pencher un petit peu sur ce qui se passe au niveau de l'économie. Alors pour ça, on a préparé quelques slides. Voilà. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe en bourse, il faut quand même se replonger dans le contexte économique actuel. Il se trouve qu'après plusieurs années de récession, des années extrêmement difficiles, l'Europe ne s'est pas remise de la crise des subprimes aux États-Unis. En plus, comme vous le savez, on a eu la crise de l'euro dans les années 2009, 2010, 2011. Et donc, on avait vraiment un contexte économique très dégradé. Alors ici, on a présenté, il y aura très peu de slides, mais je pense qu'elles seront assez intéressantes. On a essayé de vous montrer l'indice de confiance. Finalement, la confiance est importante parce que c'est important pour les décisions d'investissement, c'est important pour l'activité avec les consommateurs. Et on se rend compte que finalement, eh bien, à partir de la mi-juillet, la confiance s'est redressée. Ça ne s'est pas encore tellement vu dans les graphiques, dans l'activité même, mais c'est vraiment un indicateur précurseur. Et donc on a en tout cas un marché qui monte, oui, mais probablement en anticipation d'une amélioration du contexte économique. Donc, alors évidemment, on peut constater malheureusement que la France
est un petit peu en retard, mais quand on parle de marché d'action, même pour le CAC 40, on parle de marché européen. Vous savez que le CAC 40 est composé de sociétés qui font l'essentiel de leur activité hors de la zone euro. Les grandes valeurs du CAC 40 elles-mêmes sont dans les grands indices européens. Donc finalement, même quand on parle du CAC 40, c'est ce qui nous intéresse tous à travers les PEA, eh bien, en réalité, on parle de la zone euro. Et donc ça, c'est un premier graphique plutôt encourageant, parce qu'on voit que finalement, on ne monte pas dans le vide, on s'appuie sur des éléments tangibles de rebond, de la confiance, et on va voir que ce sera également le cas de l'activité. Alors, il y a également, il faut également préciser que c'est également nouveau, mais pendant très longtemps, depuis 2009, le marché américain se porte très très bien, il monte, l'économie américaine va formidablement bien, alors que l'Europe est en retard et les valeurs européennes étaient très en retard. Là, on a pris un autre graphique qui est vraiment intéressant, qui est justement l'indice de surprise macroéconomique. Alors c'est assez simple, c'est, vous savez, toutes les statistiques qu'on attend sur l'emploi, sur la croissance, etc. Eh bien, là on mesure, est-ce que la réalité de ces statistiques, est-ce qu'elle est meilleure ou moins bonne que ce que pensaient les analystes économiques. Et donc évidemment, quand on a de bonnes surprises, ça permet d'avoir de bonnes anticipations. Et là, on voit que justement, il y a un croisement intéressant. Les bonnes surprises sont vraiment favorables à la zone euro, alors que depuis quelque temps, eh bien, les bonnes surprises sont rares, même en forte baisse sur les États-Unis. Ça, c'est un autre indicateur, parce qu'en bourse, on agit toujours par avance, par anticipation. On n'attend pas que la croissance soit inscrite dans le marbre. Les marchés, évidemment, anticipent, achètent des actions, des indices, des produits plus ou moins spéculatifs, on va voir, mais toujours en anticipation. Et ça, c'est un autre indicateur avancé, assez tôt, dès le milieu de 2014. Eh bien, on a commencé à avoir des surprises positives. Autre élément qui nous permet de penser que finalement le rebond des marchés n'est pas purement spéculatif, il repose sur des bases tangibles. Voilà, alors tout ça pour arriver à quoi? Eh bien pour arriver à comparer la croissance entre les États-Unis et l'Europe. US, c'est les États-Unis, EUZ, c'est la zone euro. Alors, bien évidemment, on n'a pas encore la prétention, malheureusement, d'atteindre les taux de croissance du marché américain, mais on est vraiment sorti de la récession. Excusez-moi, j'essaie de pointer, ça ne marche pas. Voilà. On avait là, en 2009, vraiment une forte récession. Les États-Unis sont vite repartis en pointillés, et donc ils sont vraiment en phase de croissance. Nous, on est repartis, on est redescendu, parce qu'on a subi ensuite la crise de l'euro, et là, on est en train de repartir à la hausse. Donc on a, même si on a une croissance économique comme le montrent les chiffres, sont beaucoup moins fortes en Europe qu'aux États-Unis, eh bien, là encore, on ne monte pas dans le vide. Ce qui est évidemment très important, c'est l'action de la Banque centrale européenne. On a vraiment une très bonne gouvernance au niveau européen aujourd'hui. On a des hommes politiques qui sont loin d'être à la hauteur. Certains sont vraiment décevants, voire carrément lamentables, mais il y a à la tête de la BCE Mario Draghi, qui est vraiment quelqu'un qui est en train de prendre en main l'avenir économique du pays. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il baisse les taux, et il fait en sorte que les taux dans la zone euro soient très faibles en injectant de la monnaie. On aura peut-être des questions là-dessus. Et ça fait baisser l'euro.
et chaque fois que l'euro est faible, un euro faible, c'est bon pour l'économie parce qu'on est plus compétitif à l'étranger, à l'exportation, face aux concurrents américains, Airbus, Boeing évidemment, mais toutes les grandes entreprises sur le marché mondial se retrouvent en face de géants américains. Et donc cette période actuelle de faiblesse de l'euro nous est très favorable. C'est vraiment un élément très important, l'action de la BCE. Je sais que la BCE est souvent critiquée, mais son action est vraiment visible. Et là, elle commence à produire ses fruits dans tous les pays, même en France, où on ne peut pas dire qu'on est la meilleure gouvernance économique du monde. Non ? Vous êtes d'accord ? On pourra en parler avec les questions. Donc, même la France profite de ce contexte porteur. Donc, encore une fois, c'est toujours gênant d'entendre parler de bulles et d'exubérance, alors qu'en réalité, on est probablement au début d'un cycle économique de reprise et qui est vraiment très favorable. Et alors bien sûr, on n'a pas la faiblesse de penser qu'on va avoir des marchés qui vont progresser en ligne droite, mais on a en Europe un cycle favorable et c'est normal que les actions aient anticipé ce cycle. Maintenant, on verra qu'on a peut-être monté un peu trop vite, mais le sens, la dynamique est vraiment très favorable aux valeurs européennes. Alors, maintenant on arrive au marché. Ça, en fait, donc c'est la courbe de l'indice Dow Jones, de l'indice en blanc, l'indice Dow Jones. Là, il est en pourcentage, en base 100, donc il part de 0 dans le creux de 2009, et il a progressé jusqu'à atteindre 222% en 6 ans. C'est un très beau parcours. 100% double, donc 122% fait plus que doubler lorsqu'on fait un parcours pareil. Et ce qui est extraordinaire, c'est que vous voyez, le Dow Jones a vraiment pratiquement monté en ligne droite tout le temps. Ça correspond bien évidemment aux efforts économiques faits aux États-Unis, mais qui ont été fortement soutenus par une politique active de la Banque centrale américaine, la Fed. Et donc, voilà le résultat d'une politique proactive de la Fed sur les indices américains en blanc, avec effectivement une très forte reprise économique que nous n'avons pas encore, mais je pense qu'on est quand même là dans une dynamique très, très favorable. Alors pour revenir juste au marché, j'ai mis le CAC 40 ici en jaune. Si on avait mis les indices européens, Stoxx 50, Eurostoxx 50, c'est à peu près la même chose. Évidemment, on voit qu'on a pris du retard. On a pris un sacré retard parce que depuis la mi-2009, on a fait 72% de hausse, c'est bien, mais on est très en retard sur le Dow Jones. Alors, l'économie américaine est très dynamique, c'est normal qu'elle ait fait mieux. Mais nous, on est en train de se mettre en marche, de se réveiller. L'Europe dans son ensemble, même si les dirigeants politiques ne suivent pas toujours, est en train de se remettre en marche avec l'action très favorable de la BCE. Et donc on a un rattrapage important à faire. Peut-être qu'on n'a pas de raison finalement de faire aussi bien que Wall Street, je vous l'accorde. Les États-Unis ont une croissance 2 fois plus importante que la vôtre, mais il y a en tout cas de la marge pour continuer de progresser. Et ça, c'est très important, ce retard accumulé sur les indices européens aux États-Unis. C'est un indice c'est un autre indicatif qui nous permet de penser qu'on ne monte pas dans le vide. Voilà. Dernière chose, le graphique du bas, celui-ci là,
ce qu'on appelle les BNA, les bénéfices par action. Pareil, les États-Unis, on profite d'une forte amélioration des bénéfices par action. Nous, on n'a pas beaucoup progressé, mais sur ce graphique, ce sont les bénéfices réels, mais les anticipations de bénéfices sont très dynamiques et on bénéficie aujourd'hui de fortes anticipations de progression des bénéfices, et non pour les actions. Encore une fois, on ne monte pas dans le vide, on monte parce que les résultats des entreprises s'améliorent. Et puis, dernière chose, voilà, ça c'est peut-être un petit peu technique, mais il y a une autre raison, c'est que vous avez vu que la France aujourd'hui emprunte à moins de 0,5% à 10 ans. La Suisse a pour la première fois émis à des taux négatifs sur 10 ans. Ça veut dire que les investisseurs sont prêts à payer pour placer leur argent dans des actions suisses. Ça veut dire qu'il est aujourd'hui impossible de trouver du rendement sur des marchés financiers classiques, on le voit sur le livret, même sur l'assurance vie, on va probablement demain traverser ce plafond des 2%. Donc les actions ont un fort avantage pour attirer les capitaux. C'est ce qui se fait d'ailleurs, il y a des flux très importants qui vont sur les actions, parce que justement, sur les actions, on peut trouver du rendement. Le rendement du CAC 40 aujourd'hui, c'est à peu près 3,4%. C'est 3 fois plus important que le livret A, et c'est 5-6 fois plus important que ce qui se fait sur les emprunts d'État à 10 ans. Voilà, donc c'était un peu rapide, mais ce que je voulais vous montrer, c'est que certes on monte vite, mais on ne monte pas dans le vide. Voilà. Je vais passer tout de suite la parole à Sébastien David, qui va prendre la parole sur la stratégie qu'on peut mettre en place avec les différents produits de bourse de la Société Générale. Merci Roland. Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Je me représente rapidement, donc Sébastien David, responsable des produits listés à la Société Générale pour la France et la Belgique. Et donc je vais vous faire une présentation déjà des produits listés, des dernières innovations qu'on a pu faire, notamment avec Debaguet, et Julien interviendra durant cette partie. Et ensuite, je présenterai un autre produit pour ceux qui cherchent un peu plus de rendement, les produits turbo. Et Julien m'assistera également pour toute la partie analyse technique. Donc ça complétera l'analyse qu'a pu faire Roland, notamment pour ceux qui cherchent un peu plus de rendement. Parce que voilà, comme Roland l'a dit, les rendements sont extrêmement faibles, notamment sur l'assurance vie, les livrets. Sur les marchés boursiers, on a un peu plus de rendement comme on l'a vu, et avec notre offre, notamment sur les produits listés, on peut avoir beaucoup plus de rendement, et on verra les différents risques qui sont liés à ces rendements qui peuvent être importants. Donc tout d'abord, je vais vous présenter un peu l'historique de cette équipe des produits de bourse, et vous verrez qu'il y a un certain nombre d'innovations qui a lieu durant ces différentes années, et même depuis plus de 25 ans, puisque cette activité a commencé il y a 25 ans en France avec les barons. Le premier baron qui avait été émis en bourse était un baron sur Alcatel, donc c'est un peu triste pour notre activité si Alcatel disparaît de la cote, mais c'est un produit un peu historique pour nous, les barons, et notamment les barons Alcatel. Mais depuis, il y a eu un certain nombre d'innovations, d'ouverture dans différents pays, notamment Hong Kong, l'Espagne, l'Italie qui est un marché extrêmement important, le Royaume-Uni et également le Japon. Alors en termes de produits, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les barons qui étaient le produit phare jusque dans les années 2010. Ensuite, il y a eu différentes innovations. En 2005, les turbos, et le produit qui a un peu révolutionné les produits de bourse, les certificats, les leverage et short, qui sont aujourd'hui les produits les plus traités parmi les produits de bourse, et qui représentent à peu près 35% du volume. Donc une part extrêmement importante de notre activité, qui fonctionne très bien, et la Société Générale a été les premiers à émettre ce produit. Ensuite, on a complété cette offre avec notamment des produits qui ont des très forts effets de levier, donc avec les turbos jour. On a complété l'offre sur les leverage et les shorts sur un sujet
sous-jacent CAC 40, et également d'autres certificats qui ont complété cette gamme, notamment un certificat biotech. Je pense que pas mal d'entre vous ont souhaité investir sur les biotech, notamment lors des IPO qui avaient pu avoir lieu depuis les dernières années, depuis 2 ans. On a lancé un certificat. Merci. Il y en a eu pas mal l'année dernière, et la France est à la pointe, notamment sur ce secteur, et donc on a souhaité lancer un certificat sur ces biotech, et on verra ensuite l'innovation qui a été faite en 2015, et celle-ci a été faite en partenariat avec Day by Day, donc Julien pourra expliquer cette innovation avec moi. 4 piliers dans les produits de bourse et qui sont extrêmement importants de comprendre avant d'investir sur ces produits. Tout d'abord, la transparence. Alors souvent, on reproche sur certains produits financiers de ne pas avoir accès à l'information, accès au prix, c'est toujours compliqué, ça peut être papier. Sur ces produits, il y a une totale transparence puisque vous avez accès au prix en continu du produit. Donc qu'est-ce que ça veut dire, le prix en continu? Ça veut dire que nos produits, grosso modo, aujourd'hui, cotent pour la majorité de 8h à 18h30. C'est-à-dire que vous pouvez négocier de 8h à 18h30, passer des ordres via votre compte titre et avoir accès à l'information sur notre site. Alors très simple, sur le site asgbourse.fr, sur le site d'Euronext, qui est la bourse, mais également, et le plus important, j'ai envie de dire, sur le site de votre broker, votre intermédiaire financier. Alors votre intermédiaire financier, ça peut être la Société Générale, vous avez un compte à la Société Générale, vous pouvez avoir un compte titre Société Générale et accès à ces produits, mais ça peut être d'autres brokers avec qui on travaille. Alors bien entendu Boursorama, mais il y a une multitude de brokers et ils sont disponibles chez l'intégralité des brokers. Alors simplicité également, pourquoi? Parce que ces produits se négocient exactement comme une action. Si vous payez 5 € de frais de transaction pour acheter l'action Alcatel ou l'action Renault, vous allez payer exactement la même chose pour acheter ou vendre ces produits. Donc c'est extrêmement simple pour investir sur ces produits. Et vous le négociez comment? Via un code ISIN. Il y a un code ISIN, c'est un peu la carte d'identité du produit ou un code mnémonique. Vous tapez ce code et vous allez retrouver le produit chez votre broker ou votre banque. Flexibilité parce qu'on a des produits qui répondent à des clients qui ont des attentes sur le long terme, donc des horizons, ça peut être plus d'1 an, 2 ans, 3 ans, ou sur le court terme, voire le très court terme. Il y a certains produits qui vont coter une seule journée et certains investisseurs veulent se positionner parce qu'il va y avoir la hausse de la BCE aujourd'hui, les résultats de Renault aujourd'hui, ils veulent prendre un produit sur Renault, les chiffres du chômage. Certains peuvent se dire, voilà, ils vont être négatifs aujourd'hui, je prends un produit sur la baisse du marché ou la hausse du marché. C'est possible avec des produits. Donc des produits qui répondent pour les investisseurs sur le court terme, mais également le long terme. Autre point qui est important également, la liquidité. Alors souvent on nous demande, voilà, moi j'achète votre produit, mais est-ce que je suis sûr de pouvoir le revendre? Alors bien entendu, la Société Générale est ce qu'on appelle market maker sur le produit. On assure une liquidité de marché à l'achat, ce qui est logique pour vous, mais également à la vente. Quoi qu'il arrive, la Société Générale pourra racheter le produit. Donc pas d'inquiétude sur la liquidité. Encore tout à l'heure, j'avais la question sur un client qui avait investi sur un de nos produits sur lequel il y avait très peu d'ordre, voire pas d'ordre. Peu importe qu'il y ait des ordres ou pas d'ordre, ça ne va pas influencer sur le cours de votre produit. Votre produit, il évolue en fonction des cours du CAC 40, du sous-jacent. Peu importe, ça peut être d'une devise ou d'une matière première, ça dépend de votre produit, mais il ne va pas être influencé par les personnes qui sont dans le carnet d'ordre ou les transactions qui auront eu sur le produit. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y a pas d'inquiétude, la liquidité est assurée par Société Générale. Point qui est important. Alors, comment on s'y retrouve dans ces produits? Aujourd'hui, et j'ai même hier soir, j'ai regardé, on avait 6450 produits. Donc ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de produits. Dans notre équipe, on est chargé d'émettre des produits. Alors sur des sous-jacents, en fonction des évolutions de marché et en fonction, bien entendu, des attentes des clients. Ça fait 6450 produits aujourd'hui. Peut-être que demain il y aura un peu plus, un peu moins. Ça dépend de ce qui se passe sur le marché, des innovations qu'on peut faire.
et ce qu'on souhaite faire, et même des innovations. On les classe en 3 catégories. Extrêmement important, c'est catégorie diversification, rendement, effet de levier. Alors le gros de nos produits sont dans la partie effet de levier. Alors pour les investisseurs à court terme. À court terme, c'est quelques heures, quelques jours, voire quelques semaines au maximum. On y reviendra après. Diversification. La diversification, là, c'est des produits pour les investisseurs pour des horizons un peu plus lointains, parce que c'est des produits qui vont répliquer la performance d'un sous-jacent, alors sans effet de levier. Par exemple, vous allez retrouver des produits type ETF sur le CAC 40. Que va faire l'ETF sur le CAC 40? Il va répliquer la performance du CAC 40, ajuster des frais de gestion sur le produit qui sont faibles sur ce type de produit. Parce qu'aujourd'hui, comment vous faites pour investir sur le CAC 40? Il n'y a pas beaucoup de choix. C'est soit vous décidez d'acheter les 40 actions du CAC, chose qui est un peu difficile, sachant qu'il y a une pondération. Et ça veut dire que quand une action sort du CAC 40, vous devez la vendre et racheter celle qui rentre. Et en plus, vous devez passer pas mal de frais de transaction. Ça a un coût, les frais de transaction. Avec un ETF, CAC 40, ce produit va répliquer la performance de cet indice. Alors on va retrouver sur le CAC 40, sur le S&P, sur l'Eurostoxx, sur une multitude de sous-jacents. Certificat 100%, également, c'est exactement la même chose, sauf que ces produits peuvent être mono sous-jacents. Tout à l'heure, on parlait d'indices, il y a des ETF sur le CAC 40, il ne peut pas y avoir un ETF sur Renault. Les certificats, c'est possible. Vous pouvez retrouver un certificat sur Renault et ce produit va répliquer la performance de l'action Renault par 1, par 2 ou par 3. Autre produit de notre gamme, les produits de rendement. Donc il y en a un peu moins dans notre gamme, on va retrouver des produits type bonus ou autocall. Alors par exemple, les autocalls, c'est des produits qu'on va lancer tous les trimestres, qui offrent des coupons assez attractifs. Le dernier que nous avons lancé offrait un coupon de 10% si pendant un an, la performance du CAC 40 était supérieure. Donc on constatait un cours, le dernier, on constatait un cours le 31 mars dernier. Si au bout d'un an, on se rend compte que la performance du CAC 40 est positive, vous touchez 10% plus votre valeur d'investissement qui est à 100 €. Donc après, on va voir les différentes modalités sur le produit, mais ça fonctionne de cette manière. C'est pour les investisseurs qui se disent, voilà, je vois une tendance haussière, mais pas très importante, je veux en profiter, et au lieu de me mettre sur des actions, je préfère essayer un peu augmenter ce rendement via un produit qui s'appelle Athena ou Autocall. Ça sert à ça, ce type de produit. L'effet de levier, c'est des produits un peu différents. Je rappelle juste la définition de l'effet de levier. C'est des produits qui amplifient la variation d'un sous-jacent. Si on a un effet de levier de 5 sur le CAC 40, c'est-à-dire le CAC gagne 1% aujourd'hui, votre produit va gagner 5%. Si le CAC 40 perd 1%, votre produit perd 5%. Donc l'effet de levier, c'est très bien, ça fonctionne à la hausse, mais également à la baisse. Donc attention, c'est des produits pour des investisseurs avertis, sur lesquels il faut surveiller sa position, mettre des ordres qui sont mis à votre disposition par vos brokers, type pour limiter, stop loss, certains utilisent. Également, j'avais la question tout à l'heure sur l'utilité des stop suiveurs. Si vous avez la possibilité de les utiliser, évidemment, en profiter. C'est des services qui sont mis à votre disposition par votre broker ou intermédiaire financier et qui sont parfaitement adéquates lorsqu'on investit sur les produits à effet de levier. Alors peu importe que ce soit les barrants, les turbos ou les leverage short. Juste la classification des produits de bourse, un point également important parce qu'on nous a reproché par le passé chez nous d'utiliser un terme, chez nos concurrents un autre terme, donc tout le monde s'y perdait. Donc aujourd'hui les noms sont uniformes et également une totale transparence sur nos produits, sur la cotation du produit, sur la valorisation du produit et bien entendu sur notre site internet vous pouvez retrouver l'intégralité de la documentation juridique sur l'ensemble de ces produits. Pour débuter donc, la présentation sur le produit, là on a un peu rappelé comment fonctionnait notre activité, les différentes familles de produits. On a décidé de s'intéresser aux produits qui ont un horizon un peu plus long terme plutôt que débuter avec ceux sur le court terme. Donc tout d'abord, on va rappeler
Qu'est-ce qu'un indice en fait? Quel indice vous connaissez? Comment est fabriqué un indice? Comment ça fonctionne? En fait, un indice, c'est un échantillon de valeurs. Alors, c'est simple, il y a un indice qui est très connu sur l'indice français, c'est le CAC 40, c'est censé, c'est les 40 plus grosses capitalisations françaises. Alors, on connaît à peu près l'intégralité des noms que compose le CAC 40, on sait qu'il y en a certains qui sortent, qui rentrent, mais en général, on connaît cet indice. Après, il y a le cousin allemand du CAC 40 qui est le DAX, c'est exactement la même chose. Ça donne un peu une vision de l'économie du pays. Aux États-Unis, il y a le S&P 500 qui est très connu. Après, il y a un indice plus sur les nouvelles technologies qui est le Nasdaq. Donc, tous ces indices ont des promoteurs indépendants qui vont être des groupes de presse ou des bourses. En France, on a Euronext. Donc, quand tout à l'heure je parlais de la bourse, nos produits sont listés sur Euronext, et Euronext est également, ce sont eux qui calculent le CAC 40. Il y a une technologie derrière, ils ont le CAC 40, mais ils ont également une multitude d'indices dans leur échantillon de produits. Et on a également des indices propriétaires. Alors nous, à la Société Générale et dans notre équipe, on peut demander à Euronext d'avoir un indice sur, on voulait un indice sur les biotech. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on a lancé un produit sur les biotech. On a demandé à Euronext de lancer un indice qui représente la valorisation des valeurs biotech. Et Euronext a créé cet indice. Alors, il y a différentes méthodologies. Il y a des règles d'indice pour chaque indice qui sont mis à disposition de chacun. Alors il y a des règles minimum de capitalisation, de volatilité, de pondération des produits, de réallocation du produit, et bien entendu tout ça est disponible. Et quand on regarde l'indice CAC 40, excusez-moi, c'est pondéré par le capital du flottant avec un point maximum de 15%. C'est calculé et publié toutes les 15 secondes. Alors souvent on a la question, c'est oui, je comprends pas, le CAC 40 n'a pas bougé, mais en fait, alors auparavant c'était un peu plus long, je crois que c'était toutes les 30 secondes, maintenant c'est toutes les 15 secondes, et il y a une composition qui est révisée chaque trimestre. Alors donc il ne faut pas s'attendre à une révision tous les jours ou toutes les semaines. Alors c'est possible, mais c'est pas dans les règles de l'indice du CAC 40. Le produit qu'on va vous présenter tout à l'heure, il y a une possibilité de réallocation chaque semaine. Donc ça c'est en fonction de la volonté du promoteur de l'indice. Alors dans cet indice, ce qui est bien, c'est que toutes les classes d'actifs sont représentées. Alors on peut aussi bien avoir des indices actions, mais on a des indices obligataires, des indices matières premières, sectoriels. Donc c'est pas que limité au marché actions. Donc il y a tout un éventail sur lequel on peut investir. Alors en termes de pays, on a parlé du CAC, du DAX, on a le S&P, on a des indices, on a le Nikkei, on a différentes zones géographiques. Alors souvent, c'est vrai que c'est toujours plus facile d'investir sur son marché domestique, mais aujourd'hui, on peut investir très facilement, et via les produits qu'on propose sur les ETF, sur d'autres zones géographiques. Alors les États-Unis, on peut penser, mais également sur des pays émergents. On a des ETF sur le Brésil, on a des ETF sur Emerging Market, et ça, ces produits, ça vous donne accès aux actions des pays émergents sans avoir donc déjà à prendre le risque d'acheter sur ces pays et passer des transactions sur les bourses, sur la bourse brésilienne, chose qui est extrêmement difficile, et je pense qu'il y a assez peu de brokers qui vous donnent accès à ces marchés. Et un ETF Brésil va vous donner accès à ce marché. Donc vous pouvez être exposé sur le marché brésilien, un ETF auquel je pense, ETF India, qui a des très belles performances depuis quelques temps. Vous avez un accès au marché indien via un ETF India. Voilà, en une seule transaction, vous êtes exposé au marché indien. Alors, sur différents également, donc on parlait de zone géographique, on a également accès à différents secteurs, alors, télécommunications, automobile, donc il y a une multitude de secteurs avec des tailles d'entreprise et différentes méthodologies, bien entendu. Certains, donc évidemment, sont des références, sont des benchmarks. Le CAC 40, on va dire, ça représente un peu la santé de l'économie française, le DAX, la santé de l'économie allemande. C'est quelque chose qui est une référence pour tous les investisseurs.
Le choix de l'indice. Alors, je vous invite, dans ces cas-là, il y a des fiches produits en fait sur chaque indice sur deux sites. Sur le site sgbourse.fr, sur lequel il y a l'intégralité de nos documents marketing, cotation des produits, mais également sur le site de lixoretf.fr, parce que nous, en fait, dans notre équipe, on distribue l'intégralité des ETF de Lixor. Et donc, je vous invite à aller également sur leur site. Vous avez une page et la méthodologie pour chaque indice avec une fiche explicative. Et par exemple, dans cette fiche explicative, vous avez l'allocation géographique de l'indice MSCI World. Alors, si je vous dis MSCI World, qu'est-ce que c'est? Ça va être difficile de répondre. Avec la fiche, vous allez savoir sur lequel pays principalement est investi sur ce produit. Alors là, on voit que clairement, si on investit sur ce produit, on est exposé au marché américain pour plus de 55%. Alors, et après, il y a le marché japonais, il y a le marché européen, le marché canadien. Ça vous donne une bonne exposition. Vous avez une exposition sur le marché mondial et européen. Après, on aurait voulu une exposition sur le marché européen, ça serait possible. Donc après, c'est à vous de faire votre propre analyse. Si on veut une exposition sur le marché pétrolier, sur les ETF, il y a une condition, c'est au moins avoir 5 sous-jacents dans son panier. Sur un certificat, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut être exposé sur un sous-jacent, type Renault ou le Brent. On a des certificats sur le Brent. Sur un ETF, c'est pas possible. Il faut au moins 5 sous-jacents dans son produit, donc on ne peut pas avoir un ETF sur le pétrole. Par contre, on peut être exposé au marché pétrolier parce que via l'ETF de Jones Russia, qui a plus de 55% d'exposition sur le pétrole et gaz. Donc voilà, il y a des possibilités quand même si on ne peut pas être exposé en direct sur une devise, sur une matière première. Également, ce qui est intéressant de noter, c'est la pondération, les composants. Donc évidemment, rappelez parce qu'on ne les connaît pas forcément par cœur. Et ça, vous avez toutes les informations sur notre site internet. Et comment sont classifiés alors les ETF, comment est faite la classification des différents ETF? Alors, vous inquiétez pas, il y en a énormément, il y en a à peu près 200. Vous avez la liste, normalement on vous a remis la liste, donc la gamme, donc avec les indications, le secteur de chaque indice, mais sur notre site internet, vous pouvez télécharger cette gamme. Alors c'est toujours mieux d'aller la regarder en ligne, parce qu'il y a très souvent des nouvelles émissions. Donc c'est toujours bien d'aller voir en ligne qu'est-ce qu'il y a de nouveau, est-ce que ça va être éligible au PEA, parce qu'un certain nombre sont éligibles au PEA, et quelle stratégie je peux avoir avec les ETF. Donc il y a des ETF de stratégie, des ETF obligataires et les ETF matières premières, ainsi que les indices actions qu'on a développés avec les pays développés qu'on connaît et les pays émergents. Donc, par exemple, un ETF sur l'emerging market, c'est un ETF qui a énormément d'encours parce qu'il y a eu énormément d'intérêt ces derniers temps de la part des investisseurs. Donc on peut voir également l'intérêt des investisseurs via les ETF. Et ce qui est également important de noter pour vous montrer un peu l'intérêt des investisseurs sur les ETF. L'ETF CAC 40 de Lixor, il connaît plus de volume quotidien que l'action Bouygues. Donc Bouygues, je crois que c'est à peu près la 30e en termes de volume quotidien. L'ETF CAC 40 de Lixor engendre plus de volume quotidien que l'action Bouygues. Donc c'est quelque chose que les investisseurs connaissent bien, c'est un produit que les investisseurs connaissent bien. Alors bien entendu, un certain nombre de particuliers, investisseurs particuliers se positionnent dessus, mais également des institutionnels qui se positionnent sur ce type de produit parce que ça permet d'avoir une exposition à long terme assez facile avec des coûts de transaction qui sont extrêmement réduits. Rapidement, la différence entre un ETF, rapidement la différence entre un ETF et un certificat 100%. Un ETF, c'est un fonds d'investissement. Le certificat 100%, c'est un titre de créance. Donc, il y a une forme juridique qui est un peu différente et du coup, les risques sont un peu différents. La maturité de l'ETF va être illimitée. Celle sur les certificats, il peut y avoir une date de maturité, mais en général, elle est également illimitée. Il y a une grande diversité des indices. L'avantage sur les certificats 100%, c'est qu'on peut être mono sous-jacent, chose qui n'est pas possible sur les ETF.
une grande liquidité sur les deux, et les ETF, il y a d'autres tenants de marché que l'émetteur, donc il y a un peu plus de liquidité, mais également il y a plus de volume, une chose qui est normale. Un risque de perte en capital pour les deux, alors attention sur ces produits. Alors pourquoi il y a un risque de perte en capital? Évidemment, si l'indice CAC 40 perd 50% d'ici 6 mois, votre produit va perdre exactement la même chose. Donc attention également au mouvement de marché, et le risque de défaut non sur les ETF, parce que c'est un fonds, contrairement au certificat 100%. Toute la gamme des ETF de Lyxor, en 2001, donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait été pionnier à la Société Générale avec les Barans, on l'a été également avec les ETF de Lyxor, et la première cotation est intervenue en 2001 avec un ETF sur le CAC 40. Donc tout à l'heure je parlais de volume important, évidemment c'est pas un produit qui a été lancé hier, donc c'est un produit qui a qui a 15 ans, et donc ça fait un certain nombre de temps que les investisseurs connaissent bien ce produit, plus de 200 indexations, plusieurs classes d'actifs, plusieurs zones géographiques, et vous voyez qu'avec cette carte du monde, vous voyez tous les pays qui vont être couverts, et aujourd'hui ça représente à peu près 29 milliards d'encours sous gestion, donc quelque chose d'extrêmement important. Dernier graphe, dernière petite explication sur les ETF avant de parler des innovations qui nous intéressent aujourd'hui. Comment on calcule la valeur de cet ETF? Alors, au début, on peut se dire, voilà, ça va être compliqué, je comprends pas, il y a ça fait intervenir pas mal de formules mathématiques. Alors, sur l'ETF, c'est assez simple. Donc, là, on a vu, c'est coté en bourse, ces produits sont cotés de 9h05 à 17h30. En fait, pour calculer le prix de votre produit, on va faire le niveau de l'indice. Alors là, c'était quand on était à 4800, mais on peut très bien le faire sur 5002, 5003. Si on va à 5005, ça sera la même formule. On divise par la parité, on rajoute les dividendes qui peuvent être reçus sur ces produits, et les frais de gestion courus. Alors les frais de gestion, c'est au prorata temporis de détention du produit. Alors si vous voyez 0,20% de frais de gestion, c'est-à-dire que si vous le gardez un an, vous allez payer 0,20%. Mais si vous le gardez une journée, c'est au prorata, vous n'allez pas payer 0,20%. Donc pas d'inquiétude sur ces produits. Les frais de gestion, c'est au prorata de détention du produit. Donc pour calculer le prix, on fait 4800, alors c'est une parité de 100 par exemple, on divise par 100, on rajoute les dividendes et on enlève les frais de gestion. Ça nous fait un prix à 48,19. Voilà, c'est à peu près ça pour calculer le prix, et vous pouvez le retrouver assez facilement. Les frais de gestion sont limités, alors tout dépend du produit. Il y a certains indices sur lesquels les frais de gestion vont être un peu plus élevés. Alors pourquoi? Parce qu'il y a des zones géographiques sur lesquelles ça va être plus difficile, derrière pour la Société Générale de couvrir le portefeuille. Comme je vous ai dit, les frais ne vont pas être les mêmes si on est investi sur un ETF Eurostoxx que sur un ETF Brésil ou un ETF India. Chose qui est normale parce que le marché est peut-être moins liquide sur certains marchés, où ça va être plus difficile d'accès, où il y a des frais d'entrée qui sont un peu plus importants. Par contre, les frais de courtage sont identiques à une action française. C'est exactement la même chose. Et, chose extrêmement importante, un certain nombre sont éligibles au PEA ou à l'assurance vie. Donc, chose également à bien surveiller sur vos produits. Et c'est un outil idéal, j'ai envie de dire, pour diversifier son portefeuille. Parce qu'en fait, avec une transaction, vous avez accès sur le CAC 40 valeurs, sur le S&P 500, 500 valeurs. Donc, en une transaction, on diversifie son portefeuille. Si vous voulez diversifier votre portefeuille en investissant sur actions, on peut prendre un peu de Renault, un peu de bancaire, un peu d'Alcatel, un peu de pharmaceutique. Ça va être plus difficile pour vous à avoir cette gestion. Avec un ETF, vous avez la diversification avec des frais de gestion qui sont très importants. Je laisse la parole à Julien pour la vue de l'analyse technique, qui est quelque chose qui est extrêmement importante. Et ensuite, on verra la dernière innovation qu'on a lancée ensemble. Merci beaucoup Sébastien, je prends le petit pointeur. Bonsoir à tous. Je vais parler, comme Roland Laskin, d'analyse de marché. Je vais avoir une vision un peu différente, celle de l'analyse technique. Je pense que dans la salle, il y a beaucoup de gens déjà qui connaissent l'analyse technique. Je vais essayer de rappeler brièvement ce que c'est.
Vous avez deux formes pour analyser les marchés financiers, deux approches différentes. La première, elle est dite économique, elle est aussi dite classique, elle est aussi dite financière. Et vous en avez une autre qui s'appelle l'analyse technique. Donc vous avez ici la définition qui a été donnée par l'analyste technique américain le plus célèbre. Donc c'est l'étude de l'évolution d'un marché. On regarde donc une séquence, une évolution, un ensemble de choses qui se sont produites, principalement sur la base ici de graphiques. Donc l'analyse technique implique de regarder cette évolution sous une forme de graphique et dans le but de prévoir de futures tendances. Ce qui veut bien dire que quand on pratique notre discipline, on n'a pas de conclusion sur l'état de l'économie ou de l'entreprise concernée, mais on a une conclusion sur l'état des tendances. Alors je vais essayer de le dire de manière beaucoup plus simple. L'analyse économique ou financière ou fondamentale ou classique cherche à détecter ce qui est et ce qui pourrait être dans l'état des choses. L'analyse technique de marché essaie de détecter ce que font les gens sur les marchés. Donc nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas l'état des choses, c'est qui achète. Ceux qui achètent sont-ils nombreux? Qui vendent? Ceux qui vendent sont-ils nombreux? Donc c'est autre chose que l'approche, comme je vous disais, de la valeur. On est sur l'approche de la foule et des marchés financiers en tant que tels. Alors cette discipline, au passage, je vous indique qu'elle est bien antérieure à l'analyse économique, financière, fondamentale, classique, puisqu'elle existe aux USA depuis 1885, c'est le tout début de l'analyse technique, donc vous voyez que ça fait maintenant 140 ans, et ça a commencé au Japon, les premières traces d'analyse technique, c'est en 1685. Donc c'est une forme d'analyse qui est très ancienne. Deuxième chose à savoir, juste pour vous rappeler le cadre, les principes qu'on a dans notre méthode. Donc on n'a pas les principes d'économie classique, bien au contraire, puisque nous pensons ici que les cours suivent des tendances. Donc l'économie, l'analyse économique classique part du principe que ce qu'on sait aujourd'hui est une chose, ce qui va se passer dans une minute ou dans une journée, on ne peut rien en dire. Nous, notre analyse, on ne pense pas du tout ça. On pense que les marchés suivent des tendances. Alors évidemment, les tendances changent et se succèdent, certes, mais on ne peut pas dire à tout instant qu'il est impossible de présager de l'avenir. Au contraire, puisque justement les cours suivent des tendances. Deuxième point ici, l'histoire se répète. Alors, c'est pas l'astrologie, hein, c'est pas l'alignement des planètes qu'on retrouve tous les 3 ans, etc., qui dit quelque chose, puisque dans notre méthode, on regarde l'évolution d'un marché, donc des prix, ce qui veut dire que l'analyse des planètes, on ne la connaît pas, et les planètes, on ne regarde pas. En revanche, il y a quelque chose qui se répète sur les marchés financiers. C'est les comportements, en fait, boursiers des investisseurs, qu'ils soient des investisseurs professionnels ou des investisseurs particuliers. Dans les années 1920, 1930, 1940, il y avait des gens qui achetaient et qui vendaient des actions. Eh bien, ils étaient soumis à la même chose qu'aujourd'hui, à quoi nous sommes soumis aujourd'hui. C'est-à-dire, quand ça se met à baisser, la peur que ça va baisser plus bas, et quand ça se met à monter, l'espoir que ça va aller beaucoup plus haut. C'est-à-dire les syndromes de peur et d'avidité. Et c'est ça qui guide beaucoup les décisions d'investisseurs. En tout cas, c'est notre point de vue. C'est beaucoup moins des choses à 100% rationnelles qu'on ne croit. La bourse est aussi guidée, les marchés financiers sont aussi guidés par justement ces éléments comportementaux. Alors, puisque le comportement aujourd'hui, c'est le même comportement qu'il y a 100 ans ou qu'il y a 50 ans, et moi je présage que dans 50 ans, nos petits-enfants auront à nouveau les mêmes comportements que ceux qu'on a eus, eh bien il y a des configurations de marché qui se répètent. C'est toujours la même chose qui se produit. D'où l'idée qu'on a, selon laquelle l'histoire se répète. Et le dernier point, le marché se compte tout. Dans notre discipline, nous n'avons besoin de regarder qu'une seule chose, le cours de bourse, puisque nous estimons que ce que tout le monde sait ne se situe qu'à un seul endroit, dans le cours de bourse. Je vous donne un exemple. Si ici l'un d'entre vous pensez ou vous savez qu'il va y avoir une OPA, mettons sur Renault, voilà, demain, qu'est-ce que vous allez faire si vous pensez ça? Ben, vous allez acheter Renault, puisque vous pensez qu'il va y avoir une OPA demain. Eh bien, si un ensemble d'investisseurs pense qu'il y a une OPA sur Renault, le cours de Renault va monter. Mais moi, je ne sais pas ce que vous pensez. En revanche, si je regarde le cours et qu'il monte, je me dis qu'il y a une majorité d'investisseurs qui pensent que Renault, il va se passer quelque chose. Donc, le cours de bourse est le seul endroit où toute l'information est disponible, au sens où tous ceux qui ont dû acheter ou vendre ont acheté ou vendu. Donc, le cours me donne tout ce que je dois savoir. C'est pour ça qu'on dit dans notre métier que le marché se compte tout. J'en ai terminé pour la petite présentation de ce qu'est l'analyse technique. Maintenant, je vais en arriver aux ETF. Chez Desbagnet, nous sommes donc des analystes. Nous n'émettons pas, nous, de produits. C'est Société Générale qui le fait. Sébastien vous l'a expliqué, mais nous travaillons depuis 15 ans avec eux parce que leur gamme de produits très large nous permet
de proposer à nos clients de mettre en œuvre nos idées grâce à cette gamme de produits. Vous avez vu sur les ETF que vous pouvez acheter un ETF qui va suivre le CAC 40, bien sûr, ou le marché S&P américain, mais vous pouvez acheter un ETF qui va suivre, par exemple, le marché de la santé en Europe, ou le marché de la santé aux USA, ou les biotech, c'était un exemple que donnait Sébastien. Donc vous avez l'opportunité de faire des tas de choses. Donc à la fois des zones géographiques, vous pouvez faire des pays, vous pouvez faire des secteurs. Alors, une fois que vous avez tout ça, vous allez vous faire votre idée, puis vous dire, tiens, je vais prendre un peu d'ETF qui fait ça, et puis un peu d'ETF qui fait ça. Vous pouvez utiliser l'analyse technique pour faire ça. L'analyse technique est adaptée à la sélection d'ETF. Je vais vous donner un premier exemple. Vous avez ici l'ETF de Lyxor qui suit le marché de l'Inde. Alors, depuis 15 ans que nous travaillons ensemble, et après 15 années de conférences, je peux vous dire que l'Inde est un marché que nous recommandons régulièrement depuis 15 ans. Il y a beaucoup de raisons à ça. C'est une des démographies, l'Inde, les plus intéressantes. Quand je dis les plus intéressantes, c'est que la moyenne d'âge est parmi les plus basses dans les grands pays à forte population. Ce qui veut dire, non pas qu'ils sont plus intelligents ou meilleurs, mais que la croissance économique est forcément plus forte. On le sait, plus un pays vieillit, moins sa croissance économique est importante et dynamique. L'Europe et le Japon sont de très bons exemples de tout ça. Donc l'Inde nous a toujours intéressés pour ça. Un autre point, c'est que dans les grandes zones de population et de dynamisme économique, c'est la seule véritable démocratie. Je ne vais pas rentrer dans un sujet politique développé, mais enfin on sait par exemple que la Chine, c'est pas tout à fait une démocratie. L'Inde, c'est le cas. D'autres choses comme dans la mondialisation, leur capacité de spécialisation est bien connue. Tout ce qui est services informatiques, par exemple, sur lesquels aujourd'hui les plus grandes entreprises mondiales qui font des services informatiques vont en Inde. Alors, le marché indien, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait récemment? Vous voyez ici une période de plat entre 2012 et 2014, et puis une grande accélération haussière. Ça, c'est l'évolution des prix. Accélération haussière qui montre en fait la dynamique propre de cet indice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, au niveau de 16,90 €, qui est le prix actuel, enfin environ le prix actuel de l'ETF Lyxor qui suit l'indice indien, eh bien, vous êtes sur le plus haut historique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas aujourd'hui de nouveau plus haut à dépasser. On n'a jamais été aussi haut que sur cet indice, ce qui est très intéressant parce que les indices sur les plus hauts historiques sont des indices où tous les gens qui l'ont déjà acheté sont gagnants. C'est de la palissade. Mais à partir du moment où ils sont gagnants, si ça se met un peu à baisser, ils n'ont pas peur, puisqu'ils sont déjà gagnants. On n'a jamais peur quand on gagne un peu moins que ce qu'on pensait qu'on gagnait. On a toujours peur quand on se met à perdre un peu plus que ce qu'on voyait qu'on perdait déjà. On n'a pas les raisonnements symétriques. C'est bien connu en bourse. Si vous avez acheté et vendu souvent des actions, vous vous en êtes rendu compte. Donc, un marché qui était plus haut, c'est un marché qui est solide. Puis je vous ai placé toutes les références justement à l'intérêt de l'Inde. Ceci étant, vous avez ici, je ne vais pas faire un grand cours d'analyse technique, vous avez ce qu'on appelle ici un indicateur de dynamique de marché qu'on appelle le RSI et qui est en train de faire un plateau ici qui diverge, alors que le marché est ce qu'on appelle ici sur une résistance, c'est-à-dire sur un sommet antérieur. Vous avez un premier sommet ici, vous en avez un autre juste après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'Inde pourrait corriger un petit peu. Donc c'est la conclusion ici, la divergence de l'indicateur suggère une correction pour les semaines à venir. Mais si vous voyez ce tracker sur l'Inde, si vous le voyez baisser par exemple jusqu'à 15,20 €, voire dans cette zone ici, qui doit être autour de 14,40 €, là vous avez vraiment une opportunité d'investissement. Vous allez dire, bah oui, je ne vais pas mettre mon épargne sur l'Inde. Non, pas du tout, c'est pas le sujet, mais diversifier. Si vous avez 100 €, vous pouvez déjà mettre 15 € sur l'Inde. Parce qu'il va se passer dans les années qui viennent, et peut-être même dans les mois qui viennent, des choses intéressantes, forcément sur cette zone économique par rapport à ce qu'on vit en France. Autre exemple, ici, les obligations européennes. Alors vous savez que la Banque centrale, Roland Leskin l'a rappelé, est en train d'acheter des obligations européennes. C'est ce qu'on appelle le quantitative easing. Donc vous avez quelqu'un qui a, c'est même pas qui a les poches profondes, c'est quelqu'un qui fait marcher la planche à billets. C'est un petit peu notre rêve à tous. Il fabrique autant de billets qu'il le souhaite et il achète, il nous a déjà dit, le banquier central, j'achète des obligations d'État. Alors qu'est-ce qui se passe sur les obligations d'État? On va le montrer tout à l'heure. Évidemment, puisqu'il y a quelqu'un qui a autant d'argent qui en a besoin, qui en achète tous les jours. Alors vous pouvez vous dire, bon, je vais en acheter parce que si moi j'en achète, lui il va en acheter encore demain. Ah oui, c'est assez logique. Ceci étant, ici il faut bien voir que le marché, ça c'est un indicateur technique qu'on appelle, c'est le même RSI, est en zone de surachat très très fort. C'est-à-dire que vous pouvez être tenté d'acheter des obligations
obligations au motif que la Banque centrale va en acheter après vous, donc que les obligations que vous achetez aujourd'hui ne baisseront pas. Ceci étant, il faut être un peu prudent, c'est pour ça que je définis ce cas comme épineux. Il y a des vraies raisons de détenir des obligations, mais aujourd'hui, le marché est extrêmement suracheté et sa capacité de progresser significativement n'est pas très bonne. Donc je vous disais tout à l'heure, juste avant, l'Inde peut-être l'acheter sur repli, les obligations, peut-être n'en faites pas trop pour le moment, ou pour stabiliser un peu votre portefeuille en cas de petite baisse des marchés. Qu'est-ce qui s'est passé? Roland Laskin le rappelait, l'euro a baissé, là, il baisse fortement depuis juin l'année dernière, juin-juillet. Quand l'euro baisse, qui est le grand gagnant? Celui qui exporte en dehors de la zone euro. Si j'ai un produit qui me coûte 1 euro, il y a un an, je le vendais 1,4 $. Donc celui qui me l'achetait, il fallait qu'il ait 1,4 $. S'il me coûte toujours 1 euro aujourd'hui, celui qui va me l'acheter, ça va lui coûter 1,07 $. Donc ça lui coûte beaucoup moins, donc il est plus tenté de l'acheter. Et mécaniquement, je vends plus. Donc quand l'euro baisse, ce sont les grands exportateurs en dehors de la zone euro qui sont les gagnants. Et quel est le champion des exports en dehors de la zone euro? C'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui vend le plus en dehors de notre propre zone. Et quel est le secteur sur lequel on est leader? La chimie. Donc ce qui s'est passé depuis le moment où l'euro s'est mis à baisser ici, et là vous avez le secteur de la chimie qui est passé d'environ 70 à environ 110-120. Donc vous voyez l'intérêt de pouvoir diversifier, on se dit tiens l'euro va baisser, bon je vais regarder la chimie. Et bien vous faites sur la chimie un parcours qui est beaucoup plus intéressant que ce que vous pourriez faire sur un autre secteur. Est-ce qu'aujourd'hui il faut acheter de la chimie? Eh bien regardez ici, même phénomène sur achat, petit divergent. Donc je pense que la chimie et le DAX d'ailleurs vont subir peut-être une forme de consolidation pendant quelques jours ou peut-être quelques semaines. Et si ça repart en baisse, peut-être ce sera intéressant de revenir dessus. Alors vous pourriez aussi me dire donc il n'y a pas grand-chose à acheter puisque vous expliquez que l'Inde il faut attendre que ça baisse et puis que la chimie qui est très intéressante aussi. Je vais donner un secteur qui justement là, le secteur des produits de base n'a pas beaucoup monté, hein, et pour cause puisqu'il est lié plutôt à la dynamique des marchés émergents qui elle n'est pas très bonne en ce moment. Eh bien ce secteur des produits de base il vient de remonter très fort depuis environ un mois et demi. Il est remonté dans une ligne droite et il fait ce qu'on appelle une petite consolidation ici. Alors c'est du jargon d'analyse technique, ça s'appelle un drapeau au-dessus de la moyenne mobile. C'est une configuration qui est quand même plutôt bonne à court terme. Et le secteur des produits de base étant un secteur en retard, il n'a pas profité justement de la baisse de l'euro par exemple parce qu'il n'est pas lié à ça, il est plus lié à la dynamique de la croissance mondiale et des marchés émergents en particulier. Et bien ce secteur pourrait bénéficier d'un effet de rattrapage. Cet effet de rattrapage, on devrait le voir en bourse. Vous avez déjà vu par exemple les banques qui montent depuis le début de l'année, alors que l'an dernier, elles n'avaient pas tendance à monter. C'est parce qu'une fois que tout a beaucoup monté, on achète ce qui n'a pas encore beaucoup monté. C'est un grand classique de l'analyse boursière. Et là, on le voit ici sur les secteurs des produits de base. Donc vous avez un tracker, un ETF, l'IXOR, sur les produits de base, qui s'appelle Basic Resources, qui vous permet de profiter de la future dynamique de ce marché. La sélection ETF, tu veux peut-être en dire un mot, Sébastien? Alors là, juste la petite... donc l'innovation, tout à l'heure je vous parlais d'innovation, sur lequel on est très présent à la Société Générale depuis plus de 25 ans. Effectivement, ça fait plus de 15 ans maintenant qu'on travaille avec des buy day sur un certain nombre de conseils qu'on peut faire en termes d'analyse technique, qu'on peut retrouver tous les jours sur notre site internet. On a voulu aller plus loin et également lancer un produit ensemble avec la sélection ETF de des buy day qui a un objectif simple, c'est de battre régulièrement le CAC 40 via une sélection qui est faite par des buy day. Alors sur un certain nombre de sous-jacents, comme je vous ai dit tout à l'heure dans la liste d'ETF de l'IXOR, on a à peu près 200 produits. Donc on peut avoir des sous-jacents de type pays, des indices actions, des sectoriels, marché, taux, émergents, avec une réallocation et une révision en fait de cet indice. Tout à l'heure sur le CAC 40, on parlait de révision trimestrielle. Ici, elle est hebdomadaire. Alors ça veut dire que des buy day va réaliser de façon hebdomadaire. C'est tous les jeudis et avec une mise en production le vendredi. En fait, c'est vraiment actif le vendredi dans cette sélection. Alors pourquoi avec des buy day? Alors parce que déjà on a un partenariat historique
mais aussi parce que c'est un cabinet mondialement reconnu. Il y a un certain nombre de prix qui ont été gagnés par Day by Day. C'est un service qui est très connu pour nos clients, et notamment tous nos clients particuliers qui ont l'habitude de recevoir tous les matins nos conseils. Alors, on fait des conseils par an, des conseils turbo et des conseils ETF déjà, et tous les clients peuvent recevoir tous les matins, avant l'ouverture des marchés, une analyse technique qui est faite par Day by Day avec la sélection d'un produit qui est adapté à cette stratégie. Et on revient à peu près à la même chose avec cette sélection d'ETF. Alors, justement, tout à l'heure, je vous montrais qu'il y a beaucoup de possibilités. Je vais vous montrer quelques exemples. Qu'est-ce qu'on peut acheter si ça baisse? Qu'est-ce qu'on peut acheter aujourd'hui? Et nous, on a l'habitude de faire ça depuis très longtemps, et on a l'habitude d'effectuer une sélection un peu plus large. Vous avez donc toutes les semaines, chaque lundi matin, vous recevez, quand vous êtes abonné sur agbourse.fr, le tracker qui nous intéresse cette semaine, donc l'ETF qui nous intéresse cette semaine, ça vous le recevez gratuitement, et puis vous pouvez par vous-même décider si vous allez le mettre ou pas en portefeuille. Et nous, on a fait une sélection, c'est-à-dire un petit groupe d'ETF qui forme un portefeuille et qui nous semble être une bonne diversification avec un objectif, comme disait Sébastien, on n'en a qu'un, c'est battre le CAC 40 sur moyenne période. Alors qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au moment où on parle dans notre sélection? La sélection est donc disponible, vous l'avez gratuitement sur notre site internet qui s'appelle daybyday.fr. Vous avez du tracker CAC 40 pour 52%, vous avez un ETF donc sur le DAX pour 15%, vous avez un ETF sur l'Europe à 7%, vous avez un autre ETF sur l'Europe à 10%, un sur le secteur des télécoms à 6%, dans lequel vous avez notamment Orange qui est un gros point, sur les biens et services industriels pour 5% et sur les valeurs technologiques pour 5%. Voilà en ce moment, au moment où on parle, l'allocation, c'est-à-dire l'ensemble des ETF qu'on a sélectionnés en vue de battre le CAC 40. Alors maintenant, comment on va battre le CAC 40? Comment nous, on pense qu'on va battre le CAC 40? Alors quand je vous dis on pense, ça s'appuie sur 7-8 années de recherche, ça fait 2 ans et demi que notre sélection existe, et on sait que déjà on a bien battu le CAC 40 avant même qu'on ait un certificat donc, qui va répliquer cet indice. Alors comment on fait? On a 2 choses à faire. La première, c'est de sélectionner des sous-jacents qui vont faire mieux que le CAC 40. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est qu'il y a des moments où il faut être positionné sur les actions, et puis il y a des moments où il ne faut pas être positionné sur les actions. Parce que si au moment où les actions baissent de 15%, vous n'avez pas 100% d'actions, vous n'en avez que 60% par exemple, eh bien vous baissez beaucoup moins mécaniquement. Donc, pour battre le CAC 40, deux choses à utiliser. D'une part, sélectionner ce qui va faire mieux que le CAC 40, et d'autre part, de temps en temps, ne pas détenir des actions. Alors, comment on sait ce qui va faire mieux que le CAC 40? On a une méthode qu'on a développée qui fonctionne maintenant très bien. On fait un graphique comme celui-là, et là, vous avez une division de cours. C'est-à-dire, là, je vous ai donné l'exemple des cours de l'Inde divisés par les cours du CAC 40. C'est assez simple, on prend les cours de l'indice de l'Inde et je divise par ceux du CAC 40. Alors, vous allez me dire, mais oui, mais ça aboutit à quoi? Ben, ça aboutit que quand la courbe baisse, ben, l'Inde fait moins bien, puis quand la courbe monte, bien l'Inde fait mieux. Alors, c'est très bien de le savoir, mais est-ce qu'on a des outils? Ben oui, l'analyse technique a des outils. Par exemple, ici, quand on est là, sur la courbe, je sais qu'on vient de passer 2 sommets antérieurs, je vois que mes creux sont supérieurs les uns aux autres, que j'ai eu ici un creux, ce qu'on appelle en W, donc j'ai un signal de hausse. Ici, là, j'ai un signal de hausse. Comme j'ai un signal de hausse sur la courbe, je sais quoi? Je sais à ce moment-là que l'Inde va faire mieux que le CAC 40. Je le sais dans mon comportement des prix. Ça, c'est mon analyse et mon diagnostic en tant qu'analyste technique. Eh bien, vous avez ici une allocation qui était au 10 juin 2014, donc ça remonte à presque une année maintenant, où on a fait rentrer le 10 juin l'Inde dans notre allocation de portefeuille ETF. Dans notre sélection ETF, on a mis de l'Inde. Et le 10 juin, bah, c'est la période que je vous décris ici. C'est le moment où on a eu ce signal. Alors jusqu'à quand on a gardé jusqu'à quand on a gardé en fait notre position? On l'a gardé jusqu'à fin 2014 ici. Autour de novembre 2014, on a gardé notre position sur l'Inde. Ça veut dire que pendant cette période-là, si le CAC 40 par exemple a gagné 5%, en détenant de l'Inde, on a gagné plutôt 6 ou 7%. On a fait mieux que le CAC 40 grâce à cet outil en fait de sélection qu'on a mis au point. Et puis la deuxième chose, donc, comme je vous le disais, pour pouvoir battre
le CAC 40, c'est qu'il y a des moments où vous avez des actions qui montent ou qui sont stables. En général, vos obligations sont plutôt stables ou en baisse. Je dis bien en général. Parce qu'il y a des moments où tout baisse en même temps, puis il y a des moments où tout monte en même temps. Et c'est pas très fréquent. Ça arrive, mais c'est pas très fréquent. Et puis quand vous avez des actions qui baissent, ou qui sont stables, en général, vous avez des obligations qui montent. Ça veut dire qu'il y a des moments où il faut être offensif, avoir des actions, puis il y a des moments où il faut être défensif, avoir des obligations, ou avoir peu d'actions. Ça, c'est une conclusion un peu évidente, hein, ça on ne l'a pas inventé. Ce qui est plus important, c'est de savoir quand est-ce qu'on prend notre décision. Vous voyez ici, vous avez le août 2014, alors vous avez l'évolution du CAC 40 sur l'année 2014, puis vous avez le mois d'août. Ici, le CAC 40, il a cassé plusieurs points clés qui précèdent. Donc, à ce moment-là, il a cassé 1, 2, 3, 4, 5 creux. Et puis, il a fait une première baisse en drapeau, une seconde baisse en drapeau. Bref, il nous donne des signaux négatifs. Nous sommes, à ce moment-là, début août 2014. Eh bien, le 8 août 2014, on a vendu de l'ETF CAC 40. On a vendu pour ne plus en avoir. Et à la place, on a acheté, vous voyez ici, plus 10, deux ETF, toujours émis par Lyxor, mais cette fois-ci sur les obligations. Eh bien, nous en a pris, puisque vous voyez quelle a été l'évolution du marché par la suite. Le marché a globalement corrigé. Et pendant cette période de correction, sur par exemple ces 20% qu'on avait en obligation, eh ben, on n'a pas subi de baisse, au contraire, on a même eu un léger profit. Donc voilà notre méthode pour arriver. Là, c'est le 27 novembre 2014, 27 novembre, donc ici, vous vous souvenez que c'est par là qu'on a pris nos décisions, et ici, on a décidé de revendre nos obligations. Là, on n'en a plus d'obligations, et de racheter du CAC 40 et du DAX. Donc, c'est ce principe d'allocation. Aller sur les actions, se remettre sur les obligations, retourner sur les actions, se remettre sur les obligations. C'est l'autre outil qu'il faut utiliser si on veut battre le CAC 40. Qu'est-ce qu'on va faire cette année en 2015 ? Alors, on va faire une analyse technique tout à l'heure des marchés, je vais vous passer en revue quelques petites choses, mais je vous le dis tout de suite, notre enjeu, ça va être de savoir quand est-ce qu'il faut quitter l'Europe, parce qu'aujourd'hui on est exposé, vous l'avez vu tout à l'heure, 100% quasiment en Europe. Si vous regardez notre sélection, il y a un an, on avait 15 ou 20% d'Europe. On n'avait que des USA et de l'Inde, il y a un an. Parce que pour nous, c'est ça qui était bien. Là, on n'a que de l'Europe, parce qu'en ce moment, pour battre l'Europe, il n'y a rien à faire. Le CAC 40, c'est ce qui fait, c'est un des meilleurs indices au monde en ce moment, tant mieux. Mais on sait que ça ne va pas durer longtemps. Enfin, ça va pas durer longtemps. On aimerait bien que ça dure longtemps, mais on sait qu'historiquement, ça ne dure pas très très longtemps. Ne serait-ce que l'Allemagne va commencer à faire mieux que le CAC 40. Donc, nous, à l'image de ce qu'on a fait l'an dernier, il va falloir à un moment qu'on décide de ne plus, d'avoir un petit peu moins d'Europe, d'avoir plus d'autres choses, probablement des USA. Mais on n'a pas encore tout à fait pris la décision. Et puis, il y a un moment, dans l'année 2015, je vous le dis parce qu'on le sait chez nous, selon nos études, on sait que ça va arriver, il va y avoir un problème sur le marché américain des actions. C'est un problème, ça veut dire, concrètement, il va y avoir une correction sur le marché des actions américaines. Et c'est pas qu'on est devin, c'est qu'on voit bien que l'économie plafonne, on voit bien que les bénéfices plafonnent, et on voit bien que les cours de bourse sont en train de plafonner. Et quand ça fait ça pendant plusieurs mois, soit ça se remet à monter après, soit ça corrige une fois. On pense que ça va plutôt corriger. Voilà, je développe pas tout, mais on pense que ça va plutôt corriger. Alors c'est pas très grave, hein. Je ne vous parle pas d'une correction de 50% des actions américaines, je vous dis une correction peut-être 10 ou 15%. Quand il y aura cette correction, eh bien, on aura travaillé pour ça, j'espère qu'on aura pris notre biais défensif et qu'on sera à ce moment-là peu ou, c'est pas possible, peu ou le moins possible exposé aux actions dans le but justement de battre le CAC 40. Et puis dernier point aujourd'hui, ça je vous dis une information que j'ai appris tout à l'heure en venant dans le TGV par email. Là vous avez la composition que Sébastien a prise, puisque c'est donc tous les jeudis soirs que nous changeons notre allocation. Nous sommes jeudi soir, j'ai reçu la nouvelle allocation ici sur mon téléphone. Donc on vient de rentrer 10% d'obligations européennes dans notre portefeuille. Donc j'ai demandé pourquoi, parce que c'est une solution qui est un petit peu défensive. Et la raison, c'est qu'on est très inquiet sur ce qui peut se passer sur la Grèce pendant les jours qui viennent. Donc vous pourrez suivre ce qui se passe sur la Grèce. Nous, on a des signaux graphiques qui sont un peu inquiétants. Alors, c'est pas du tout une grande crise qu'on voit. On pense que le problème grec va se solutionner par lui-même. Ceci étant, ça peut faire bouger un petit peu les marchés. Et on a eu un mauvais signal ce matin. Donc, vous avez un tout petit peu moins de CAC 40 et DAX à partir de demain soir, puisque la sélection est publiée ce soir. Et l'allocation est faite demain soir dans notre sélection ETF. Et vous aurez donc un tout petit peu, une petite poche obligataire. Je laisse Sébastien parler peut-être du produit pour terminer. Oui, alors comment on fait pour investir sur cet indice? Alors, deux choix. Soit à chaque fois qu'il y a une réallocation, on achète l'ETF et on revend
celui qui a été sorti, ou en fonction de pondération, on ajuste sa position, chose qui n'est pas facile à gérer, exactement comme si on investit sur le CAC 40 avec les 40 actions du CAC, ou alors on investit sur le certificat, donc Day by Day, sélection ETF, extrêmement facilement via son compte titre. On rappelle les caractéristiques, pas d'échéance, donc échéance ouverte. Il a un code mnémonique, ce produit, c'est simple à retenir, donc DBD comme Day by Day, 1S, donc S comme Société Générale, tous nos produits finissent par S, et on peut le négocier extrêmement facilement. Les frais de gestion donc, sont affichés de façon transparente, c'est 2% par an, et ce produit, donc, ça nous permet d'être exposé à une sélection d'ETF, donc de Day by Day, avec l'objectif de battre le CAC 40. Donc la petite photo qu'on avait faite sur le produit était à peu près à 120 €, et donc vous pouvez retrouver de 9h05 à 17h30 la cotation de ce produit sans aucun problème, et acheter le produit sans aucun problème comme vous voulez. Après c'est vrai que ces produits c'est plus pour des horizons moyen terme, long terme cette stratégie, et c'est un horizon long terme. Donc extrêmement facile d'investir sur ce produit via son compte titre. Donc là on a revu donc la dernière innovation, parce que c'est vrai que ce produit a été lancé il y a quelques semaines, la dernière innovation qu'on a pu faire. Pour terminer, et avant de relaisser la parole à Julien qui va faire de l'analyse technique sur différentes valeurs, on a vu des produits qui permettent voilà, d'être exposé au CAC 40, d'être exposé au S&P 500, d'avoir un produit qui peut battre le CAC 40, et j'ai envie de dire un produit qui peut être au cœur de son portefeuille pour voilà, répliquer la performance du marché. Et on a également d'autres produits pour ce qu'on appelle faire de l'alpha, un peu de surperformance, et essayer de profiter des mouvements de marché si on est assez haussier sur quelques jours, ou alors protéger son portefeuille s'il y a une forte baisse. Il y a des produits dans notre gamme, notamment les produits turbo, qui permettent de profiter de ces mouvements de marché. Un ETF, la sélection ETF de Day by Day pour être exposé au marché, et autour peut-être 5 à 10% de son portefeuille pour essayer de profiter de ces petits mouvements de marché, et qui peuvent faire des performances intéressantes, étant donné que ce sont des produits qui ont des effets de levier qui peuvent être extrêmement importants. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails pour laisser la parole à Julien, mais juste pour bien comprendre, on peut avoir deux types de stratégies sur ces produits. Une stratégie haussière avec tous les turbo calls, c'est pareil, on peut trouver des barres en call pour une stratégie haussière, et une stratégie baissière avec les turbo puts. Donc ça veut dire que sur ces produits, également, on peut protéger son portefeuille si on pense, comme l'a dit Julien, on pense qu'il peut y avoir une correction à cause des inquiétudes en Grèce. Au lieu de vendre tout son portefeuille, on peut aussi acheter un turbo put pour profiter de la baisse du marché et contrebalancer la baisse de son portefeuille sur son marché, parce que le turbo put va augmenter quand le marché va baisser. Donc voilà, bien comprendre deux types de stratégies possibles. Les produits, je ne vais pas les détailler, mais les turbos infinis, c'est des produits qui n'ont pas de maturité. Attention, c'est quand même des produits qui ont des effets de levier importants de 2 à 40. Tout à l'heure, je parlais de 5, c'est-à-dire que ça multiplie par 5 la performance d'un sous-jacent. Là, on peut aller jusqu'à 40. Donc si le CAC 40 gagne 1%, votre produit peut gagner 40% dans la journée. On perd 1%, on perd combien? 40. Donc attention, dans les deux cas, la gamme est extrêmement fournie et on l'a fortement augmentée ces dernières semaines. Donc on a une gamme sur indice, devises, actions et matières premières. Et là, le turbo, alors le produit qu'on appelle phare des traders, l'investisseur qui prend une position de matin, qui la clôture le soir. Pourquoi? Parce que sur ces produits, on a des effets de levier jusqu'à 100 et il n'y a pas de protection, ce qu'on appelle un seuil de sécurité sur ce produit. Si le marché ne va pas dans le sens qu'on attendait, le produit vaut 0. Alors, sur l'ensemble de nos produits, le risque va être limité à la somme investie, donc ce qui n'est pas négligeable et ce qui n'est pas le cas pour toutes les stratégies à effet de levier comme le SRD ou les CFD. Le risque est limité à la somme investie, c'est-à-dire que vous investissez 1000 €, ou pire, vous allez perdre 1000 €. Alors bien entendu, ce n'est pas le but et on a un maximum d'outils à votre disposition pour pas que ça soit le cas, mais vous savez que le risque va être limité à cette somme investie. Alors, par contre, il y a des rendements importants. Il y a des rendements jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'une faible variation du CAC 40 peut avoir des conséquences importantes. Alors positives, mais aussi ça peut être
négative. Je ne vais pas avoir le détail, mais juste ce qu'il y a à bien comprendre, c'est le prix d'exercice ou le niveau de financement qui est fixé à l'émission. Alors souvent la question c'est comment c'est fixé. En fait c'est l'émetteur, donc c'est Société Générale, c'est dans notre équipe on va choisir quel niveau de financement on va émettre en fonction des conditions de marché. Bien entendu, si on est à 5200 points, on va émettre des produits avec des niveaux de financement à 5000, à peu près à 4009, 4800 points, pour avoir une offre qui correspond à l'ensemble des investisseurs. Sur les turbos, donc pas de seuil de sécurité, si c'est désactivé, le produit vaut 0. Les horaires de cotation importants, parce qu'auparavant, sur l'ensemble des produits, on était de 9h05 à 17h30. Beaucoup d'investisseurs nous ont dit, voilà, moi j'aime bien prendre position avant l'ouverture des marchés, ça bouge pas mal, c'est assez intéressant, et est-ce qu'on peut avoir une cotation avant ? C'est possible, sachant que les futurs, notamment les futurs sur indice cotent à partir de 8 heures, on a donc depuis quelques semaines la possibilité de traiter à partir de 8 heures et jusqu'à 18h30 et même 20 heures sur certaines plateformes. Donc c'est-à-dire que vous pouvez profiter, même après la fermeture du CAC 40, même après la fermeture du marché action, profiter peut-être des mouvements outre-Atlantique et revendre votre position si ça bouge dans un sens ou dans l'autre. Et ça, vous pouvez en profiter, en bénéficier. Et une liquidité, bien sûr, qui est assurée par Société Générale, et toutes les informations sont disponibles dans la brochure qu'on vous a distribuée. Je ne vais pas détailler les turbos infinis, parce qu'on est un peu pris par le temps. Il y a pas mal de solutions pour investir avec du levier, comme je vous ai dit, des CFD, le SRD, mais également les produits de bourse. Dans ceux qu'on a vus, ce sont les turbos, il y a également des varants et les certificats leverage des shorts qui sont les plus traités aujourd'hui dans notre gamme, avec tout l'apport que peuvent avoir les produits de bourse. Et un point extrêmement important, sur tous ces produits, on signe un contrat d'animation avec la bourse, c'est-à-dire qu'on s'engage vis-à-vis de la bourse à animer ces produits pendant les horaires de cotation avec des quantités importantes d'animation. On a des clients qui souhaitent passer des ordres pour 1000 €, 5 000 €, et là qui veulent passer pour 50 000 € ou 100 000 €. C'est possible, on a des quantités, une taille d'animation qui sont importantes, et certains nous appellent même directement pour savoir si on peut augmenter les tailles, donc en fonction, en fonction des mouvements de marché, ça va être possible ou pas. Si vous m'appeliez hier ou il y a 2 jours pour augmenter la taille d'animation sur Alcatel, c'est un peu compliqué. Il y a 2 jours, ça c'est pas possible. Mais quand c'est possible, on augmente les tailles et vous avez des conditions de marché qui sont extrêmement intéressantes. Et tout ça, toutes ces solutions, tout le marketing que vous avez, tout ce qui est mis sur notre site internet et toutes les bannières que vous pouvez voir chez vos courtiers sont encadrées par l'autorité des marchés financiers. Donc il y a vraiment un travail qui est fait en partenariat aussi bien avec la bourse, mais également avec l'autorité des marchés financiers. Un point extrêmement important sur lequel on insiste très souvent, c'est les 3 étapes à respecter lorsqu'on investit en bourse. Alors pas seulement sur nos produits, 3 étapes. Roland et Julien l'ont fait parfaitement. La conviction forte sur le sous-jacent. Donc l'analyse technique, la macroéconomie, ça peut vous donner des idées, une idée forte sur un sous-jacent, mais il y a quand même des questions à se poser. Donc le sens. Alors comme je vous l'ai dit, on peut investir à la hausse ou à la baisse. L'amplitude peut être haussier, mais ça peut être 1%, 5%, 10%. Le délai, ça peut être d'ici une journée, d'ici 14 heures, si par exemple il y a des statistiques, ou alors d'ici 6 mois, 1 an. Ça ne va pas être le même produit sur lequel vous allez vous positionner. Si vous voulez un horizon long terme, la sélection ETF de Day by Day est parfait si vous êtes aussi sur le CAC 40, parce que vous savez que vous allez optimiser la performance de l'indice CAC 40 sur 6 mois. Si vous êtes uniquement sur une journée, un turbo va peut-être être plus adapté à cette stratégie, et toujours avoir en tête, et dans les conseils qu'on peut faire avec Day by Day, une invalidation. Alors c'est toujours dur de revendre lorsqu'on est baissier, mais c'est important. Parce que si, quand on gagne 30, 40%, mais quand on perd, on ne vend jamais, et un certain nombre de produits peuvent arriver à 0, donc faire moins 100%, même si vous avez 2 fois sur 3 raisons, à la fin de l'année, votre portefeuille peut quand même être négatif. Alors que d'autres investisseurs vont avoir raison 1 fois sur 2, mais quand ils gagnent 60%, et quand ils perdent, ils mettent des stocks et ils perdent que 30%, à la fin de l'année, ça fait des portefeuilles positifs. Donc bien savoir gérer
son invalidation, c'est un point important. C'est pas facile, mais c'est un point important. L'étape 2, c'est le produit adapté. On l'a vu, je vous ai dit qu'il y a des produits qui sont adaptés sur le moyen et long terme, d'autres sur le court terme. Donc savoir, connaître les avantages et les inconvénients, faire des simulations sur notre site internet lgbourse.fr. Vous pouvez faire des simulations si le CAC est à 5300 points, 5350, ou s'il y a une correction à 4800 points. Donc n'hésitez pas à vous familiariser avec ces produits et utiliser tous les outils qui sont mis à votre disposition. Et dernier point, pas rester le bras croisé quand on investit notamment sur des produits à effet de levier, suivre son investissement et le gérer comment? Alors via tous les ordres de bourse. Quand on investit, et particulièrement les produits à effet de levier, pas hésiter à mettre des ordres agro-limités, c'est-à-dire que vous achetez le produit à 1 €, dire voilà, moi j'attends 30% de perf, vous vendez à 1,30 €, enfin vous mettez un cours limité à 1,30 €, dès qu'on franchit 1,30 €, votre produit va être vendu. Et mettre un ordre à la baisse, stop loss, c'est-à-dire que mettons par exemple à 0,80, vous dites voilà, moi je ne veux pas perdre plus de 20% sur mon investissement. Vous savez d'ores et déjà que si le produit baisse de 20%, votre produit va être automatiquement vendu à 0,80. Donc ça c'est important parce qu'on peut soit pas avoir le temps de suivre le marché, et ça c'est parfaitement compréhensif, mais par contre aujourd'hui Euronext, les émetteurs, l'ensemble des banques et les brokers ont développé un maximum d'outils d'ordre qui sont mis à votre disposition et autant les utiliser et en particulier sur ces produits. Je vais laisser la parole donc maintenant pour l'analyse technique et donc la vision. C'est un peu, on revient sur l'étape 1 qui va être faite par Julien. Oui, pour terminer ma partie, puisque une des questions pourrait être qu'est-ce qu'on pense des marchés. J'en ai choisi deux principalement, le CAC 40 et l'euro-dollar, parce que je sais que beaucoup d'investissements sont dirigés autour de ces deux sous-jacents et que c'est le point de départ d'autres investissements. Premier élément, là vous avez l'évolution graphique depuis ici 2012-2013 des cours du CAC 40 avec, comme le rappelait Laurent tout à l'heure, la formidable envolée du premier trimestre. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour un analyste technique? Il s'est passé une chose relativement simple. Vous avez ici le sommet de 2014 qui est à 4600 environ. Et bien ce sommet, il a été rejoint autour du 20 janvier. Quand on arrive sur un sommet antérieur, l'usage de comportement des bourses, c'est de se stabiliser, voire de consolider. Et là, on a traversé immédiatement ce seuil. On l'a traversé à l'occasion de l'annonce par la Banque centrale de la mise en place de son programme de rachat d'actions, le fameux quantitative easing dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, je vais vous prêter beaucoup d'argent et vous pouvez aller le mettre notamment sur les marchés financiers. L'objectif étant aussi que cet argent aille dans l'économie réelle et elle doit y aller d'une manière ou d'une autre. Et bien à partir du moment où on a dépassé ce seuil, l'analyse technique a fixé un nouvel objectif de prix. Cet objectif de prix, il est fixé en fonction de la hauteur de la précédente consolidation, c'est-à-dire entre 3008 et 4600 points. Et ça nous donne un objectif à 5360. Donc depuis le 25 janvier, nous anticipons un mouvement de hausse qui va jusqu'à 5360. Alors, comme on est à 5225, il ne reste plus que 150 points, est-ce que ça vaut le coup de les faire? On pense que oui, on pense que ça vaut toujours le coup, mais là je suis en train de parler de choses pour les semaines qui viennent, je ne raisonne pas horizon 1 an, je raisonne pour faire un peu d'opération, par exemple avec des turbos. Idéalement, vous voyez ici un niveau de support à 5120, si vous avez un petit retour du marché en arrière vers 5120 ou un petit peu en dessous, et bien là vous pouvez vous intéresser par exemple, alors comme l'a dit Sébastien, en marge du portefeuille, c'est-à-dire 3 ou 4% du portefeuille, de vous intéresser à un turbo call pour profiter de la hausse qui devrait continuer fin avril, courant mai, peut-être début juin. À partir de fin juin, ça peut se gâter un petit peu. Voilà. Souvenez-vous que la période des orages en bourse, c'est à partir de juin jusqu'en septembre-octobre. Donc il faut être lucide. Mais là, on est encore dans la partie intéressante et donc il y a des choses à faire. Et puis si vous avez cette petite consolidation dont je parle, ce ne sera pas tout à fait anodin et surprenant parce que vous voyez ici, vous avez le graphique du CAC 40 avec le sommet de l'an 2000, le sommet de 2007. J'ai lié ça par une ligne droite, par une ligne oblique bleue, et la ligne oblique bleue, on est dessus. Donc en ce moment, on est vraiment sur ce qu'on appelle de zone technique.
pas grave, mais c'est une zone sur laquelle il peut y avoir du yo-yo. C'est parfait pour faire un petit peu de spéculation. Et on peut avoir donc un petit retour en arrière à 5120. Sur le DAX, c'est le même raisonnement. Ça, c'est pour vous montrer que sur le marché américain, ça c'est l'évolution du S&P. Vous avez un indicateur de force qui diverge depuis très longtemps. Ça fait partie du raisonnement que j'exposais tout à l'heure. Là, c'est en pratique et en technique, selon lequel le marché américain, à un moment ou à un autre cette année, idéalement à partir de l'été, idéalement en termes de prévision, bien sûr, pourrait faire une pause assez significative, voire une correction de l'ordre de 10%. L'euro-dollar maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que l'euro-dollar du point de vue de l'analyse technique? C'est une chute vertigineuse. Sur un marché de change, c'est relativement rare d'avoir ça. Ça a une implication, je vous le dis tout de suite, parce que ça peut être intéressant dans notre raisonnement futur. C'est que la baisse de l'euro, elle a commencé, elle va avoir différents temps dans sa vie, cette baisse de l'euro, mais elle est loin d'être terminée. Elle est très loin d'être terminée. Parce que quand un marché part de son sommet à 1,50, une première vague de baisse, une tentative de reprise et puis une ligne droite comme ça, en fait là on est dans le cœur des choses. On n'est donc pas dans la fin, le cœur n'étant pas la fin. Donc si je dois raisonner sur 2-3 ans, je pense que l'euro va aller à 0,8 d'ici 2 ans. Et si c'est pas 0,8, ça sera peut-être 0,75. Donc si vous avez un raisonnement à tenir entre l'euro et le dollar en horizon de 2-3 ans, c'est ça. En revanche, pour les jours et semaines qui viennent, eh bien, la tendance elle est extrêmement baissière. Il n'y a aucun indicateur, aucune indication de rebond quelconque. Donc notre avis, c'est qu'on va aller à 1,02. On pense ensuite qu'on va sans doute faire un petit peu de volatilité autour de ce qu'on appelle la parité, autour du prix de 1 euro pour 1 dollar. Et ensuite, peut-être qu'on entamera une période de stabilisation de cette devise, probablement entre la parité et la zone des 1,20. Comme ici, vous voyez, vous avez une baisse, puis vous avez une phase de reprise. Là, vous avez une baisse, vous aurez probablement une phase de reprise. Et cette phase devrait durer 2 ou 3 mois. Ça correspond aussi au fait qu'à l'été, peut-être qu'il pourrait y avoir une bourse américaine un petit peu plus chahutée, ce qui inciterait une petite baisse du dollar, une reprise un petit peu de l'euro. Ce sont des choses qui font partie de la dynamique propre des marchés. Tout ne monte pas tout le temps dans le même sens. Mais enfin, pour les semaines qui viennent, c'est plutôt jouer l'euro encore à la baisse et aussi pour les années qui viennent. J'en ai terminé avec ma prévision sur le marché. Bien, merci Julien, merci Sébastien. On a largement dépassé le temps, mais on est vraiment dans un moment des marchés très important et ça valait la peine de faire tous ces développements. Je rappelle juste que le titre de mon éditorial dans la lettre qui est sortie hier soir est intitulé « Le temps des prises de bénéfices ». Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre et il faut tout balancer, pas du tout. Simplement, nous pensons qu'il est temps de prendre quelques prises de bénéfices et si le marché baisse un petit peu, on sera en position de renforcer les positions, justement. C'est toujours bon de se garder un petit peu de marge pour pouvoir intervenir sur les marchés, pour acheter des produits Société Générale XOR ou d'autres. Donc nous n'avons pas d'inquiétude particulière, on a une dynamique solide, mais il est peut-être temps de prendre une partie de ces bénéfices quand on a tant monté. C'est ce qu'on appelle de la bonne gestion. Et encore une fois, on aura des liquidités si le marché consolide un petit peu. Je vous remercie à tous d'être venus et à bientôt, j'espère. Merci, au revoir.